fois des étudiants de Sciences Po dans une manifestation pour le climat. C'est étonnant, non? Nous sommes ici aujourd'hui pour montrer que le climat, la question de sauver le climat et la planète, c'est une des questions les plus importantes pour notre génération. Il faut vraiment agir. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour montrer que il faut vraiment que il faut vraiment qu'on fasse notre meilleur pour sauver le climat. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir le climat et notre planète. Dans des grandes écoles comme Sciences Politiques, on parle de ces problèmes. C'est quelque chose qui est intégré à votre cursus? Oui, on parle beaucoup de politique de changement du climat, de l'environnement et tout ça. Et c'est clair que c'est un sujet qui est vraiment très important. Donc on parle beaucoup de ça. Et oui. Bonjour, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez là? Alors, moi-même, je ne sais pas, donc je travaille chez EDF. On m'a dit, professeur Proton, c'est moi, un professeur Proton. Tu vas à la manif et tu rassures les gens sur le nucléaire. Tu leur dis qu'il n'y a pas de danger, que c'est sûr, que la radioactivité s'arrête à la frontière. Donc voilà, c'est un message pour rassurer les gens, il faut avoir confiance en le nucléaire. Et on dit que le nucléaire, c'est la solution pour le CO2 parce que le nucléaire n'émet pas de CO2. Quoi. Et donc voilà, c'est ça. Moi-même, j'ai buté ma femme qui respirait et qui rejetait du CO2. Quoi. Donc c'est pour vous dire que je suis à fond pour le nucléaire. Quoi. Donc c'est la solution pour réduire les émissions de CO2, il faut éliminer le maximum de monde. Et les centrales nucléaires. Voilà, il faut éliminer un maximum de monde. Les animaux aussi, les animaux rejettent du CO2, il faut le savoir. Les chiens, les gens ont des chiens chez eux qui rejettent du CO2, c'est très mauvais. Il faut supprimer leurs chiens et il faut construire un maximum de centrales nucléaires. Et en plus, avec les centrales nucléaires, on a l'électricité et la bombe atomique. Et donc ça, c'est le double secret. Quoi. Ah, mais ça, je sais pourquoi. Vous avez respiré trop de pot d'échappement. Non, Et vous vous êtes transformé en pot d'échappement. Non, pas du tout. Moi, je vais très bien pour chez EDF. Ah, mais oui. On m'a dit que là-bas, il y avait des gens comme vous. C'est génial. Moi, je vais aller travailler là-bas parce que je peux avoir un truc comme ça. Moi, j'habite dans une centrale nucléaire. Voilà. Ah, il a trop de la chance. Tous les jours, je nage dans la piscine. Et vous savez quoi? Il paraît que le gouvernement, il va construire une nouvelle centrale. C'est génial. Bah, c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est comme ça, vous pourrez déménager. Voilà. Vous arrivez dans ma maison. Ça avance, on en repart, ça avance. Ah, excusez-moi. Oui, Pour tout changer, il faut tout le monde. 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 Julie m'a quitté, t'es très belle toi. Tu viens faire un tour sur mon scooter, je t'amènerai les croissants. Ouais, je suis tout seul, tout seul. Et il y a pire que moi, mon premier sinistre, Manuel Valls, mon premier sinistre. vous avez une voix et vous êtes mieux qu'à la télé. Hein. Ah là là. C'est bien de descendre avec nous. Hein. Ah ouais. Super. Il n'y a personne qui m'aime. Je suis canré sur canré. Je suis une véritable catastrophe nationale. Monsieur, on vous voit avec une banderole contre le gaz de schiste. Pourquoi le gaz de schiste est-il dangereux pour l'environnement? Malheureusement, le gaz de schiste est devenu le premier acteur dans ce paradigme où le profit c'est l'acteur le plus important. Et on sait que déjà dans tout le monde, le gaz de schiste a eu déjà des effets assez terribles pour les communautés locales. On parle ici de l'eau qui ont été contaminés et tout ça, mais malheureusement c'est un problème qui a commencé d'être aussi visible en Roumanie, par exemple en Angleterre, Roumanie, Pologne. Et bien évidemment, ces nouvelles ressources qui ont commencé à être exploitées a des effets terribles pour le changement climatique. Donc on proteste ici en principe contre les corporations qui ont comme but juste de faire un profit assez élevé, mais sans penser en fait à la santé et à la bien-être des communautés locales.
Alors aujourd'hui, l'extraction du gaz de schiste est très polluante. Si les techniques évoluaient et cette extraction devenait beaucoup plus propre, est-ce que vous seriez toujours contre? Et donc le plus grand problème, c'est vraiment les effets qui sont sur l'environnement. Donc si jamais une nouvelle technique qui va pouvoir être appliquée sans polluer, sans faire du mal à l'environnement communautaire, donc pourquoi pas? Mais le problème, c'est avec la façon qu'il est utilisé dans l'exploitation de cette ressource. Est-ce que vous craignez que l'intérêt économique, notamment du gaz de schiste, passe au-dessus de l'intérêt environnemental? On sait qu'en France, dans les sous-sols du sol français, il y a des quantités colossales de gaz de schiste. Est-ce que ces intérêts financiers, pour vous, ne risquent-ils pas d'être supérieurs à l'intérêt de l'environnement? Malheureusement, comme on voit dans tout le monde, les intérêts économiques c'est plus valorisé, c'est plus important que les intérêts écologiques. Heureusement pour l'instant en France, les gaz de schiste ne sont pas encore exploités. On a, comme vous savez bien, cette interdiction contre l'exploitation, mais malheureusement on voit bien les tensions économiques, les grandes crises économiques, sociales, politiques. Et on ne sait jamais, peut-être que les politiciens vont changer leur direction et décider d'aider plutôt les corporations, les multinationales et pas vraiment la société. Donc on peut dire que même si pour l'instant la situation est, on peut dire, assez sécurisée en France, l'avenir, on ne sait pas. Pour l'écologie, plus de raffinerie. C'est la joie. Vous êtes végétarienne? Végétalienne, végane. Alors expliquez-nous, quelle est votre position? Qu'est-ce que veut dire votre panneau? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Je conseille d'arrêter de manger de la viande, des œufs, des produits laitiers. Ouais, faire du vélo. Faire du vélo, c'est mieux que de prendre sa voiture. Cela dit, ce que les gens, les omnivores ont dans leur assiette pollue plus que leur voiture, ça faut le savoir aussi. Pourtant l'homme a mangé de la viande depuis des milliers et des milliers d'années, c'est évidemment l'argument qu'on vous rétorque. L'homme est un omnivore, par définition. Alors est-ce qu'on peut se porter aussi bien en ne mangeant que des fruits et des légumes?
Comment? Oui. Est-ce qu'on peut se porter aussi bien? Regardez, on est tous végétaliens. Des véganes. Végétaliens. Vous nous trouvez blancs? On se trouve en pleine forme. Hein. Des sportifs aussi. Sportifs, ouais. Madame la ministre, l'écologie, la sauvegarde du climat, c'est quelque chose qui est transpolitique. Pourquoi n'y a-t-il que des gens de gauche dans cette manifestation? Ah bah c'est pas moi qu'il faut poser la question. Effectivement, l'enjeu de lutter contre les règlements climatiques, c'est un enjeu planétaire et qui concerne tous les terriens. Donc c'est assez simple. Mais c'est vrai qu'ensuite, je pense qu'il y a un manque de prise de conscience chez les politiques. Ça, c'est assez certain. Et pourtant, c'est ce dont on a besoin d'ici la conférence de Paris l'année prochaine. C'est de courage politique, tout simplement. De se dire que nous ne pouvons pas mettre en péril l'avenir de notre propre planète. Est-ce que l'homme est capable de maîtriser son expansion folle, son expansion industrielle? Est-ce que fondamentalement, vous êtes optimiste pour les années, les dizaines, peut-être même les centaines d'années à venir? Est-ce que l'homme a une chance? Je ne sais pas si je suis optimiste, mais je suis déterminée. Je pense qu'on ne peut pas dire, bon bah voilà, c'est fichu. Et le principal risque, d'ailleurs, c'est le climato-scepticisme. On dit, bon bah le dérèglement, c'est terminé, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Bien sûr qu'on peut faire des choses, bien sûr qu'on peut sortir de la civilisation du carbone, comme l'évolution humaine nous a fait quitter l'âge du fer et l'âge du bronze. Donc il faut absolument le vouloir, le décider, l'organiser. De nombreux scientifiques mettent aujourd'hui en cause les rapports du GIEC. Vous avez une position, vous, sur cette organisation. Ils sont nombreux à sortir des films, des textes, des communiqués de presse en disant le GIEC tronque les résultats qu'il affiche, qu'il affirme. C'est totalement faux, ça. Il n'y a plus personne qui met en cause les rapports du GIEC aujourd'hui. Il y a vraiment une convergence de vues scientifiques à l'échelle planétaire. Ce que vous dites, effectivement, on a essayé de dire que c'était faux. Le climato-scepticisme a vécu, mais dans les années... on va dire 80-90, maintenant c'est avéré et ça va surtout plus vite que prévu. C'est ça qui est plus grave parce qu'il y a des phénomènes d'accélération climatique, notamment du fait des glaces polaires, qui sont très importants. L'enjeu climatique est un enjeu majeur pour l'humanité, mais il y a peu de manifestations, peu de mobilisation. Est-ce que vous pensez que l'humanité a conscience de ce qui est en train de se passer au niveau du changement climatique? Ben oui, tout le monde est au courant qu'il y a des inondations, il y a les mers qui enflent, il y a la glace qui fond, il y a le changement météorologique. Donc ce n'est pas une question de communication, c'est une question d'intériorisation dans sa profession, dans sa famille, chez soi. Et de plus en plus, quand il y aura ces événements dramatiques, hélas, il y aura de plus en plus de mobilisation. Vous savez, on pensait qu'on allait être 300, là on est 5000. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Il faut vraiment se mobiliser pour obliger les États à prendre des mesures contraignantes. La bonne volonté ne suffit pas. Et seules les mobilisations citoyennes pourront réveiller notamment les chefs d'État. Parce que c'est eux qui, en règle générale, prennent les décisions. Donc nous, ce qu'on dit, alors à votre question, les comportements ont changé. Beaucoup de populations aujourd'hui se sentent complètement écolos. Les comportements ont changé et aussi leur vision. Parce que le changement, ça ne se fait pas tout de suite. C'est une vision à long terme. Donc, le but... Vous pensez vraiment qu'à long terme, l'homme peut ou a envie de maîtriser sa croissance? On voit des pays, effectivement, où la croissance industrielle, sans aucune connaissance de l'environnement, est absolument terrible pour la planète. Sauf que là, ils n'auront pas le choix. Parce que les effets irréversibles, on les a aujourd'hui. Donc c'est à nous de réveiller les consciences pour faire en sorte que demain, justement, les comportements, aussi bien des industriels, aussi bien des citoyens, soient vertueux. Vous êtes optimiste pour l'avenir de la planète? Moi, non, je ne suis pas optimiste. Mais j'ai de l'espoir. C'est l'espoir qui fait vivre. Ah ben ça fait vivre et ça mobilise.
plus on sera nombreux et plus on gagnera. C'est aussi simple que ça marche depuis la Révolution française. Et il faut qu'on soit unis, c'est-à-dire les acteurs politiques avec les associations, les citoyens, c'est ensemble, réunis, on devient plus fort et on permettra ce changement. Jean-Vincent Placé, quelle est la place de l'environnement dans une société où on ne parle que de crise économique, de chômage, de difficultés financières? Il y a une formule de Nicolas Hulot qui dit qu'il ne faut pas opposer les crises. Et la crise écologique est d'évidence une grande priorité pour l'humanité. Est-ce qu'on va pouvoir accepter de ne rien faire contre les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on va laisser des règlements climatiques perturber tant nos espaces naturels, nos océans? On voit la fonte des glaces, on voit la montée inéluctable des eaux et avec l'explosion du climat, avec le réchauffement, c'est un autre monde qui va malheureusement se créer sous nos yeux, qui va être plus difficile pour l'agriculture, pour les solidarités, pour l'économie et pour la vie quotidienne du monde entier, avec une démographie qui va arriver à un moment où nous serons peut-être 9 à 10 milliards sur cette planète. Donc la question de la crise écologique, la question du climat, c'est un sujet essentiel et ce n'est pas à opposer aux questions économiques ou de vie quotidienne, au contraire, parce que c'est justement en faisant attention, bien sûr, à l'emploi, au pouvoir d'achat, au quotidien, à l'humanité, aux humains, mais aussi à la planète que nous ferons les solutions aux différents problèmes. Est-ce qu'on peut accompagner des pays qui aujourd'hui sont dans un boom économique tel qu'ils n'appréhendent pas du tout les questions écologiques? Qu'est-ce que peut faire la communauté internationale pour justement aider ces pays à avoir un développement qui leur est dû, certes, mais dans des conditions acceptables pour la planète? Alors, déjà nous, il faut qu'on fasse. Déjà nous, il faut qu'on démontre, aussi bien sur les transports, sur l'énergie, sur les bâtiments, sur l'agriculture, qu'il y a aussi une part de responsabilité de nos sociétés de production, de nos sociétés industrielles, depuis des dizaines d'années. Donc on n'a pas de leçons à donner. En revanche, il faut mutualiser l'expérience, parler avec les autres, faire ensemble que ce qui a été l'échec du sommet de Copenhague ne soit plus un échec, que ça soit une réussite dans quelques jours au sommet climat de l'ONU et puis bien sûr à la conférence climat l'année prochaine en décembre à Paris. Donc il faut sensibiliser tout le monde, il faut protéger notre planète, il faut faire attention à nos émissions de gaz à effet de serre, il faut que les États, nos industries en tiennent compte, les citoyens aussi par les gestes du quotidien. Et c'est en ce sens-là que ça fait vraiment très plaisir qu'il y ait autant de monde dans les rues de Paris aujourd'hui, parce que c'est une belle mobilisation citoyenne pour une grande cause qui va très au-delà des clivages partisans. Est-ce que la politique écologiste française aujourd'hui vous convient, va dans votre sens? Non, pas du tout. Et on a vu depuis quelques années les limites, d'ailleurs avec Sarkozy, mais aussi avec François Hollande, les limites des institutions écologiques, si j'ose dire, ou de la participation aux institutions politiques. Et c'est en ce sens-là que sans les citoyens aujourd'hui, ça sera très difficile de faire bouger les choses. Et c'est vraiment l'alliance de la mobilisation citoyenne, des associations et aussi du politique quand c'est nécessaire, qui peut permettre de sauver notre planète. Nicolas Hulot, bonjour. Vous êtes satisfait de cette très forte mobilisation aujourd'hui dans les rues de Paris pour le climat, pour l'écologie? D'abord, vous me l'apprenez parce que nous, on est devant, donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je vous le confirme, il y a beaucoup de monde, des milliers de personnes. C'est une super surprise, franchement. Pour être très franc, on n'avait aucune idée. Je craignais même qu'on soit quelques-uns tout seuls avec nos parapluies. Et donc c'est encourageant. Ça montre à nos responsables politiques qu'il y a quelque chose d'ancré dans le cœur des citoyens et qu'ils ont conscience que l'avenir est en train de se déterminer maintenant. Et donc, si on ne veut pas voler l'avenir de nos enfants, il faut, au-delà de nos différences, parce que là, c'est un rassemblement œcuménique. Je veux dire, je ne sais pas qui il y a dans la rue, je ne connais pas les couleurs politiques, on s'en fout. Il y a simplement des gens qui sont, qui se sentent solidaires du futur et de nos enfants. Voilà. Et vous trouvez que les politiques aujourd'hui prennent suffisamment
acte ou conscience des questions écologiques. En gros, vous pensez que le gouvernement aujourd'hui va sur la bonne direction? Non, moi je vais mettre sur ce sujet-là tous les politiques au même niveau. C'est un sujet déterminant, majeur, complexe, passionnant. On ne peut pas le sous-traiter à 3-4 personnes. Pas le sous-traiter à un ministre, à un président. Il faut que l'ensemble de la classe politique, pour ce qui est de notre pays, se mette au travail, enrichisse les projets de loi et surtout propose. C'est bien dans le constat, c'est encore mieux dans la proposition. Comment on rentre dans le modèle économique de demain, dans le modèle énergétique. Donc très sincèrement, dans ce domaine-là, personne n'a de leçon à donner à personne. Le travail est à faire et il faut le faire maintenant. Vous êtes optimiste pour l'avenir de la planète? On voit beaucoup de pays qui se développent de manière totalement anarchique, d'un point de vue industriel, d'un point de vue écologique. Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis ni optimiste ni pessimiste, de peur d'ailleurs de la réponse. Je suis réaliste. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais même les pays les plus éloignés de ces préoccupations-là sont malheureusement pour eux déjà frappés dans leur économie par les conséquences des changements climatiques. Donc malheureusement, nos meilleurs alliés, c'est les événements climatiques qui vont être des tragiques rappels à l'ordre pour ceux qui veulent ignorer ce sujet-là. Nous n'en sommes qu'au début de ces événements climatiques. On voit beaucoup d'événements graves qui se produisent depuis de nombreuses années. Scientifique, mais je lis... Oui, enfin, vous avez un regard quand même qui est très appuyé, très aiguisé. De nombreux rapports. Le pire est à venir si on ne fait rien. Mais je rappelle quand même que pendant que nous marchons pacifiquement et joyeusement ici, vous avez des centaines de milliers de personnes qui meurent chaque année des conséquences des changements climatiques. Que la pollution atmosphérique tue chaque année 7 millions de personnes dans le monde. Donc voilà, c'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour nous responsabiliser. Merci. Je vous entends râler depuis tout à l'heure. Parce que personne ne respecte la sécurité. Il faut se mettre derrière une banderole, c'est quand même pas très compliqué. Et non, alors les gens décident de marcher pour le climat. Déjà, pour le climat, ça veut strictement rien dire. Nous, on est pour le réchauffement climatique qui va créer de l'emploi. On n'aura plus besoin de s'habiller. Il y aura des dauphins en Bretagne. On va pouvoir vendre de l'air. On va pouvoir vendre de l'air. Ah oui, non, on a beaucoup de bouteilles d'air, c'est génial. De l'air pur, c'est trop bien. Et il y aura de l'eau à Paris, parce que la mer, elle va monter. Du coup, on va pouvoir faire du surf. Ici même, ça va faire boum, comme ça va être trop cool. Voilà. Encore un semi, polluons. Oui, c'est gratuit. Après, c'est gratuit. La ville de Paris met les services gratuits. Les bus, pour les la croissance, c'est notre slogan. Mais oui. Et pour enrichir les grosses entreprises économiques qui gagnent beaucoup d'argent. Mais Vinci, vous croyez qu'elle tire? Est-ce que vous voulez vraiment que les gens de Vinci soient pauvres? Ils sont super contents d'être riches. Il faut les laisser être riches. C'est super bien. Vinci, franchement, continue ton travail, quoi. Super, bétonnons tout. Moi, je suis pour un bétonnage total. Comme ça, on n'aura plus d'air et c'est génial. On manifeste, on est fatigué? Non, pas du tout. Ouais. On manifeste en préservant l'environnement. Alors pourquoi vous êtes sur un vélo-taxi? Bah écoutez, j'ai rencontré ce jeune homme qui m'a présenté sa société et pour le coup, je suis montée et je profite. Merci beaucoup. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Ah, tu sais, Lola. Parce qu'on sauve la planète. C'est ta première manifestation? Oui. Qu'est-ce qui t'impressionne? Il y a beaucoup de monde? Oui. Tu es très bien déguisé, tu as un très joli maquillage. Tu vas en faire d'autres manifestations? Eh bien, à bientôt. Merci. Je voudrais bien vivre encore longtemps avec vous. Aidez-moi, aidez-vous. Sauvons ensemble la planète. Pourquoi vous êtes pour le nucléaire?
Écoutez, le nucléaire est une énergie qui n'émet pas de CO2, donc c'est normal qu'on soit dans cette manifestation. C'est une énergie propre, respectueuse de l'environnement, qui est fiable, disponible 100% du temps et beaucoup moins cher que les renouvelables. Donc on est pour. Alors on voit beaucoup d'écologistes aujourd'hui qui sont contre le nucléaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écologistes qui sont contre le nucléaire, mais il y en a aussi beaucoup qui sont pour, c'est la nouvelle tendance. Et nous, dans notre association, nous avons 12 000 membres et signataires dans 65 pays. Et les fondateurs historiques de l'écologie, comme Dr Patrick Moore, qui était le fondateur de Greenpeace en 1971, cofondateur de Greenpeace, il est dans notre association. James Lovelock, qui est le père de la théorie de Gaïa, il est avec nous également. Et on est 12 000 comme ça. Et donc c'est normal qu'on soit ici présent pour militer pour le climat aujourd'hui, parce que le nucléaire, c'est la principale énergie pour nous sortir de l'effet de serre. Vous avez eu des échanges avec des anti-nucléaires? Oui, bien sûr, nous avons beaucoup d'amis militants dans tous les domaines et on n'est pas toujours d'accord sur tout. On est d'accord pour sauver le climat et eux, ils proposent des solutions. Moi, j'habite une maison zéro énergie, très faible consommation, passive, positive en énergie. Je produis mon énergie, mais en hiver, je suis quand même bien content d'avoir du nucléaire parce que je produis mon électricité solaire en été et j'ai besoin du nucléaire en hiver pour chauffer ma maison.